Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur la transformation organisationnelle. Ce webinaire est proposé dans le cadre du certificat proposé par EM Lyon, Transformation digitale des organisations. Je vais en dire juste quelques mots, mais je vais me concentrer sur ce module qui concerne plus spécifiquement la transformation organisationnelle. Le certificat a été lancé il y a 2 ans maintenant, on termine la deuxième année. Il est composé de plusieurs modules qui traitent des différents aspects de la transformation organisationnelle, bien sûr, et je m'occupe plus particulièrement de l'aspect strictement organisationnel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément des marchés, on ne parle pas forcément des choses qui se passent dans l'environnement, mais on regarde les difficultés qui sont liées à l'organisation elle-même et en particulier à son identité. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, conformément un petit peu au modèle, parler pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, vous présenter les différents aspects de la question. Alors, il s'agit bien évidemment d'un survol, hein, puisque en une période de temps aussi courte, on peut pas tout couvrir. Donc, je vous donnerai quelques éléments de la façon dont moi j'aborde la question, comment je trace des pistes de solutions en quelque sorte. Donc 20-30 minutes, et puis après, bien sûr, je vous poserai des questions, et donc j'aurai le plaisir d'essayer de répondre au moins à vos questions. Alors, on est dans un monde de rupture, ça je pense que ça n'est pas très original de le signaler. C'est maintenant relativement admis dans la plupart des organisations qu'on est dans un environnement changeant. Alors on va parler de rupture, c'est-à-dire de changement profond dans l'environnement de l'organisation. Il est important de noter que quand on parle de rupture, on ne parle pas forcément de rupture technologique. Alors là, on est dans un contexte de transformation digitale, hein, qui est une réponse au changement de l'environnement, mais ces changements de l'environnement ne sont pas uniquement des changements technologiques, même si bien sûr une large part des changements sont de nature technologique. Alors, on parle évidemment d'Internet, hein, qui est une rupture de l'environnement depuis, on va dire, une bonne grosse vingtaine d'années maintenant. Mais il y a beaucoup de changements qui sont, et de ruptures notamment, qui sont d'origine non technologique. Alors, on va parler de changements d'attitude, de changements culturels, de changements sociaux, qui peuvent n'avoir aucun lien avec la technologie et avoir de très gros impacts sur l'organisation. On va y revenir dans quelques instants. Alors, on pourrait passer très longtemps à énumérer les ruptures de l'environnement, ce qui se passe, les différents exemples, les différents cas. Moi, il y en a un que j'utilise beaucoup, que j'aime bien, qui est assez spécifique, mais en même temps très illustratif de ce qui se passe. Alors, c'est celui des boîtes de nuit à New York. Alors, je ne sais pas si parmi nombre d'entre vous, il y a des gens qui fréquentent des boîtes de nuit, j'espère. Enfin, en tout cas, ça dépend un peu de votre tranche d'âge, mais il n'y a pas non plus d'âge pour les fréquenter. De manière très intéressante, les boîtes de nuit sont en très fort déclin à New York et dans d'autres parties du monde, hein, mais en particulier aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de se demander pourquoi. Et alors, en fait, quand on regarde à quoi sert une boîte de nuit, pour caricaturer et pour simplifier le propos, en gros, on y va pour rencontrer des gens, l'âme sœur, et puis on y va pour danser en écoutant la musique qu'on aime bien. Et ce modèle-là, qui consistait à mettre les gens qui cherchaient soit l'un, soit l'autre, soit les deux de ces objectifs dans une pièce avec beaucoup de fumée, beaucoup de bruit et beaucoup de lumière et beaucoup d'alcool très souvent, a très bien fonctionné pendant des dizaines d'années et est aujourd'hui disrupté, pour employer un anglicisme, en tout cas profondément bouleversé par plusieurs évolutions, alors qui là en l'occurrence sont assez technologiques, hein. La première, c'est Spotify, c'est-à-dire que, alors vous connaissez, je pense, ce service en ligne, hein, qui vous permet d'écouter de la musique en streaming, là encore un anglicisme, hein. C'est soit gratuit, soit sur abonnement. Enfin, Spotify est un service qui se développe énormément. Et en gros, aujourd'hui, avec un téléphone mobile, une petite paire d'enceintes pas très chère et Spotify, vous pouvez en fait recréer l'ambiance musicale que vous souhaitez, où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez.
Donc, vous écoutez la musique que vous voulez. Donc, si vous voulez organiser une soirée avec des amis, Spotify vous permet d'avoir toute la musique que vous voulez quand vous le voulez. Euh, Ça, c'est la première raison qui fait que bah, déjà, on a un petit peu moins de raison d'aller dans une boîte de nuit, puisqu'au fond, alors, contrairement à la boîte de nuit, là, on peut écouter vraiment la musique qu'on veut, le style musical qu'on veut avec ses amis. En plus des amis qu'on a choisis, donc des gens qu'on connaît. Euh, Ces gens, évidemment, on les a rencontrés sur Facebook. L'autre raison pour laquelle on allait en boîte de nuit, c'est bien évidemment pour rencontrer l'âme sœur. Et là, encore une fois, la technologie eh bien, a bouleversé ça, puisqu'on a maintenant des applications qui permettent des rencontres très facilement. Et donc, qui là encore vont manger sur le marché traditionnel des boîtes de nuit. Euh, donc, tous ces gens se rencontrent sur Facebook et autres sites sociaux. Et cet exemple est intéressant parce qu'il illustre bien à quel point répondre à une rupture est difficile. Si vous êtes un gérant de boîte de nuit, si vous êtes un très bon gérant de boîte de nuit, vous avez depuis des années appliqué les règles de l'industrie, vous avez segmenté votre marché, vous avez surveillé votre concurrence, vous avez observé ce que fait tel ou tel concurrent. Alors, en appliquant les principes, les vieux principes qui ont toujours fonctionné. Alors là encore, en anglais, on appellerait ça des best practices. En gros, la boîte de nuit, pour bien fonctionner, elle doit faire venir des stars, des VIP, etc., offrir certaines conditions qui font qu'elle va monter sur le marché ou descendre sur le marché. Eh bien, si vous appliquez ces règles bien connues de la profession avec toute l'analyse stratégique, si vous êtes vraiment très doué et vous appliquez bien les règles de management, malgré ça, vous pouvez disparaître. Et c'est ça la difficulté de la rupture, c'est que la rupture, elle vient de l'extérieur de votre industrie. Et même si vous avez bien travaillé, si vous avez une approche très stratégique, vous avez appliqué toutes les bonnes règles de management depuis des années, vous pouvez malgré ça disparaître parce qu'au fond, la rupture, ça vous attaque de l'extérieur. Autrement dit, pour reprendre une expression qu'on a employée depuis très longtemps en politique, peut-être que vous ne vous intéressez pas à la rupture, mais la rupture, elle s'intéresse à vous. Et donc Tinder et Spotify, même si d'ailleurs ni Tinder ou Mythic ni Spotify ne se définissent comme des concurrents de boîte de nuit, si vous lisez les documents stratégiques, vous écoutez les dirigeants de Spotify ou de Tinder, ils ne vous disent pas notre objectif, c'est de prendre les parts de marché des boîtes de nuit, ce sont nos concurrents. En fait, ils ne s'occupent pas du tout des boîtes de nuit. La pauvre boîte de nuit est un effet de bord, en quelque sorte, du développement de Tinder, Mythic et Spotify. Ça, c'est très caractéristique de la rupture, et c'est ce qui rend l'appréciation de la rupture et la réponse à la rupture très difficile, parce que, au fond, on ne se rend peut-être même pas compte que nous avons un nouveau concurrent, entre guillemets, puisqu'il n'est pas sur notre radar. Et ça va conditionner un petit peu toute la réponse à la rupture, puisque ça va nécessiter une approche stratégique différente. Encore une fois, vous pouvez très très bien gérer votre boîte de nuit et pourtant, au final, disparaître. Ça, c'est vraiment la grande caractéristique de la rupture. Alors, la vraie question, c'est pourquoi, même si on vient d'en avoir un petit peu un aperçu, pourquoi les entreprises échouent face aux ruptures. C'est très rarement que ces entreprises ignorent la rupture dans leur environnement. Ça peut exister, ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare. La plupart du temps, quand vous discutez avec les dirigeants des entreprises, les comités de direction, les grands dirigeants, ils sont assez au fait de ce qui se passe dans leur environnement. Ils ont des services de marketing, de veille économique. Ils ont eux-mêmes une activité qui consiste à regarder l'environnement. Ils savent à peu près tout de Google et de Facebook. Donc, ça n'est pas que ces organisations ignorent la rupture. La difficulté, si on reprend Peter Drucker, qui est un gourou du management, il disait le plus grand danger, c'est pas la rupture elle-même, c'est qu'en fait, on aborde la rupture avec la logique d'hier. D'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'aborder la rupture avec les mêmes principes qui nous ont amenés au succès jusque-là. Alors, si je reprends l'exemple de la boîte de nuit, hein, c'est face à Tinder et à Spotify, la réaction, ça va être d'améliorer le fonctionnement de sa boîte de nuit en offrant, je ne sais pas, des jus d'orange gratuits, en faisant venir plus de stars. Donc, c'est plus de la même chose. Or, face à une rupture, plus de la même chose, ça ne va pas fonctionner. C'est la grande, grande difficulté, c'est qu'il faut une rupture dans la logique même, dans la façon de voir le monde.
Et c'est évidemment ça qui va être extrêmement difficile parce que plus de la même chose, l'amélioration continue de nos produits et de nos services, ce sont des choses que les entreprises font relativement bien. Mais là, c'est pas ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de casser la logique d'hier et de réaborder ça avec un œil neuf. Alors, évidemment, les entreprises ont répondu à ça avec des programmes de transformation et malheureusement, ces programmes de transformation, très souvent, eh bien, sont un peu en arrêt. Alors, ils ressemblent un petit peu à cette image. J'ai tenté d'illustrer ce que j'ai pu observer moi au contact de pas mal de grandes ou de moyennes organisations. C'est que sur le papier, le programme de transformation est formidable. On est très ambitieux, on a bien perçu la rupture, on a regardé Google, Facebook, Apple, voilà. Donc on a une très très belle carrosserie, un plan qui est sur le papier magnifique, très ambitieux, très volontariste, très logique, et pourtant ça ne marche pas. Donc il manque un peu les roues, c'est-à-dire qu'on n'ancre pas ce plan sur le réel, et eh bien on dépense beaucoup d'argent, on fait des séminaires, on multiplie les town hall meetings, enfin il y a tout un jargon qui va avec, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, ces plans sont, en fait, ont pour volonté de nous faire basculer dans le nouveau monde, mais ils sont conçus avec la logique de l'ancien monde. La logique de l'ancien monde, c'est quoi? C'est vous avez la direction générale qui conçoit le plan en général avec des consultants et qui envoie le plan pour exécution au management et aux collaborateurs. Et ça correspond à un monde assez ancien qui était un monde que les Anglais appellent command and control, hein, c'est-à-dire le sommet sait ce qu'il faut faire, conçoit le plan stratégique et transmet pour exécution le plan aux étages inférieurs, entre guillemets. Euh, et donc, ça fonctionnait qu'à un cas, dans un monde où la hiérarchie était le mode dominant de fonctionnement. On s'est hérité du taylorisme, hein, c'est-à-dire un monde dans lequel le chef donne un ordre, on obéit, une version assez militarisée qui reste malheureusement le modèle quand même assez dominant de la plupart des organisations. Or, si on a besoin de se transformer, c'est que le monde a changé, c'est qu'au fond, on se retrouve avec des collaborateurs qui sont mieux éduqués qu'avant, qui sont plus autonomes qu'avant, qui ont des valeurs différentes, qui ont une inscription dans la collectivité très différente. Et donc appliquer le même modèle à une réalité totalement différente, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut revoir non seulement ce que l'organisation va faire, mais il faut revoir la façon même dont on aborde la transformation. On ne peut plus calquer un plan, si magnifique soit-il, calqué sur une réalité qui a changé profondément. Encore une fois, les collaborateurs n'ont plus les mêmes profils, la même culture, les mêmes attentes. En général, ils sont plus autonomes, plus éduqués, et donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut inverser, et au lieu de chercher d'attendre, de penser que les collaborateurs attendent la vérité, les instructions de la direction générale, euh, changer de posture et se dire que la solution pour transformer l'organisation, elle se trouve, alors bien sûr un peu au sommet, la direction générale conserve un rôle important, mais si on veut vraiment que ça marche, il faut repartir de l'individu, du collaborateur, et se dire que l'organisation, elle est constituée d'individus et que c'est non pas une mécanique, ça n'est pas une machine, c'est un organisme vivant. Elle est composée de gens qui ont des ambitions, des émotions, des valeurs, une culture, etc. Donc il faut changer de posture et replacer la problématique de la transformation, mais plus généralement la problématique de la vie de l'organisation, la faire repartir de l'individu, du collaborateur, et équiper ce collaborateur d'outils qui vont lui permettre d'être un véritable acteur de cette transformation. Je crois que c'est vraiment la clé, ce changement de perspective, de posture. On passe du mode command and control à un mode, on va appeler ça collaboratif si on veut, en tout cas de dire rien ne se fera de durable et de solide sans rééquiper le collaborateur avec des outils, avec des postures pour qu'il ou elle devienne un acteur ou une actrice de cette transformation. Alors on va voir dans quelques instants comment ça peut être fait. Euh, et il y a évidemment une piste qui est la piste entrepreneuriale, puisqu'on est fondamentalement dans un monde plus entrepreneurial. Alors, le,
l'entrepreneuriat s'est beaucoup développé au sein des organisations où, on va dire, le discours entrepreneurial, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, on est dans un monde plus entrepreneurial. Alors, j'ai parlé de rupture, de changement dans l'environnement, j'ai parlé de changement de perspective et d'attitude. Une chose est sûre, c'est que quand on regarde les jeunes générations, il se trouve que je travaille dans une école de management, donc j'ai l'occasion évidemment d'interagir beaucoup avec des étudiants, donc des gens qui ont une vingtaine d'années en quelque sorte, et on voit bien qu'il y a un changement culturel extrêmement important, un désir d'autonomie plus grand, un désir d'être plus acteur et transformateur de son univers, une inscription dans les organisations qui est moindre, une méfiance plus grande vis-à-vis des organisations, et en tout cas une culture entrepreneuriale, je vais simplifier, une culture entrepreneuriale plus grande. Et donc les entreprises ont bien perçu qu'il y avait là, dehors, une énergie, une culture qui était très intéressante, puisque c'est une culture du faire, hein. On fait les choses, on transforme le monde, on crée des activités, on invente de nouveaux services, de nouveaux produits, et les entreprises ont bien perçu la nécessité et surtout l'intérêt eh bien de capter cette culture et de l'amener à l'intérieur. Et donc, on a depuis quelques années, et c'est une très bonne chose, observé le développement alors, de toute une gamme d'outils et de dispositifs pour capter cette énergie entrepreneuriale. On a des concours d'innovation, on a des hackathons, on a des incubateurs, on a des espaces de co-création, on a des Fab Labs, voilà, toute une gamme d'objets, que ce soit des espaces, des activités, etc., qui ont pour but de faire venir au sein de l'organisation cette énergie, cette dynamique, dans l'idée que ça va alors, à la fois permettre évidemment le développement de nouvelles activités, de nouveaux produits, bien sûr, hein, c'est la fonction première en quelque sorte de l'entrepreneur, donc qu'on va transformer en intrapreneur, on va développer l'intrapreneuriat, la création et la production de nouveaux produits et services. Mais quelque part, on espère aussi que ça va aller au-delà, c'est-à-dire que la présence de ces entrepreneurs va faire en quelque sorte muter l'organisation, qu'ils vont communiquer cette énergie, cette culture entrepreneuriale au reste de l'organisation. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, il est évident que faire venir des entrepreneurs, ou en tout cas développer l'intrapreneuriat, est nécessaire. Comme je le disais, ça permet le développement de nouveaux produits, le développement d'une activité entrepreneuriale au sein de l'organisation. C'est clairement aujourd'hui une nécessité. En revanche, penser que ça va naturellement et spontanément permettre la mutation, la transformation de la culture de l'entreprise, eh bien ça c'est faux. Ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne que très partiellement. Ce qu'on a, c'est au fond la création d'îlots au sein de l'organisation, d'îlots entrepreneuriaux. J'insiste bien, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on a déjà au moins acquis une capacité, si c'est bien fait, et en général c'est bien fait, on tâtonne un peu mais c'est bien fait, on peut comme ça créer au sein de l'organisation eh bien, des entités, des espaces, des unités qui vont alimenter, en complément peut-être de notre R&D traditionnel, de notre système de développement produit, eh bien, ajouter une capacité de création de produits un peu innovants, etc. Donc, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas à faire muter l'organisation. Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, en fait, il faut se dire qu'on va essayer de mobiliser la compétence des entrepreneurs, mais il faut la mobiliser différemment. Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, on fait un petit détour avec l'impact des ruptures et pour observer que la rupture, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, la rupture, elle remet en cause l'identité même de l'organisation. Le principe d'une rupture, c'est que c'est pas juste un changement sur le marché, c'est pas juste le besoin d'améliorer un peu ses produits, c'est que la rupture, elle remet fondamentalement en cause l'identité de l'organisation. Qui on est, quelles sont nos valeurs, quelle est la façon dont on regarde le monde. Deux exemples très simples. Une chaîne d'hôtels classique, je vais prendre Accor, hein, mais je pourrais prendre n'importe quel autre, Hilton ou autre, et Airbnb. Si vous êtes Accor Hôtel, vous avez basé la réussite de votre chaîne hôtelière sur un critère, il y en a d'autres, mais un critère fondamental, qui est
l'homogénéité de l'expérience. C'est-à-dire, en gros, quand je vais sur le site de Accor Hotel et que je vais réserver une chambre à New York, à Kuala Lumpur ou à Tokyo ou à Paris, je le fais notamment parce que je m'attends à avoir la même expérience. C'est-à-dire que je connais les hôtels Accor Hotel, que ce soit Ibis ou autre. Je sais à quoi m'attendre et je sais combien je vais payer, à quoi m'attendre, le niveau de service que je vais avoir. Je veux savoir que ce sont des hôtels plutôt en centre-ville, etc., etc. Donc, il n'y a pas de surprise. Si je suis Airbnb, ce que j'offre, c'est au contraire la surprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux logements Airbnb qui soient pareils. Et donc, quand je vais réserver sur Airbnb, je m'attends à un certain degré de surprise. J'ai un niveau de service garanti, mais il n'y a pas deux fois où ça sera la même expérience. Je pourrais être dans un tout petit appartement à Tokyo, dans une maison à San Francisco, et puis, que sais-je, ailleurs si je suis à Bruxelles. Et donc, vous avez deux cultures organisationnelles forcément très différentes. Airbnb, la culture organisationnelle, c'est trouver sans arrêt des expériences différentes, des maisons différentes, des appartements, etc., etc. Alors que Accor Hotel,